Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce live des Vendredis de la Recherche. Aujourd'hui, donc on est dans un cadre un petit peu nouveau. On est à la BU de l'université pour la nuit de la lecture aujourd'hui. Et donc on fait un live juste avant la nuit de la lecture. Et je reçois aujourd'hui Caroline Bernal, qui est maître de conférence en STAPS. Merci Caroline de participer à l'émission. Bonjour, merci à vous. Je suis ravie d'être là, un peu stressée. Ouais, c'est ce que je disais à l'instant. Mais on va discuter, on va découvrir un petit peu ce que vous faites en recherche. Voilà. Alors on va passer directement à la première rubrique de l'émission, la rubrique de présentation, qui est la rubrique, alors, qui êtes-vous et que faites-vous? On laisse le petit générique arriver. Et donc, alors, expliquez-nous, Caroline, qu'est-ce que vous faites, quel est votre métier? Et expliquez-nous un petit peu d'où vous venez, voilà, je vous écoute. Alors, moi, c'est Caroline Bernal, je suis maîtresse de conférence en STAPS à l'université de Nîmes. Du coup, quel STAPS alors? Ouais, en fait, j'ai une spécialité, c'est la psychologie du développement. C'est-à-dire qu'en STAPS, on retrouve des maîtres de conférences, ça peut être en anatomie, en physiologie, en sociologie. Et du coup, moi, je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui va être psychologie du développement. C'est-à-dire que je m'intéresse à l'enfant et à l'adolescent, et surtout à ses comportements de santé. C'est-à-dire, je vais m'intéresser à tout ce qui va être activité physique, sédentarité, chez l'enfant et chez l'adolescent. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vers les STAPS à partir de la psychologie? Alors, à la base, moi j'ai un parcours un peu particulier parce que, alors peut-être que justement ça apportera à certains étudiants ce que je vais dire, mais j'ai commencé après le bac à faire un BTS en biologie, donc rien à voir avec le STAPS. Et en fait, je ne me voyais pas trop travailler dès mes 20 ans, ce qui fait que je me suis orientée vers le STAPS, avec une licence STAPS classique, plutôt tournée vers l'entraînement sportif. Et en parallèle de ça, du coup, j'enseignais la natation. Et à partir de ça, il se trouve que bon, j'avais des bonnes notes, et je suis partie en master, et c'est après en master 2 que j'étais embauchée pour être ingénieure de recherche dans un projet européen. Où d'ailleurs, je suis partie faire un Erasmus du coup en Espagne, à Huesca. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu que la recherche m'intéressait beaucoup. Et du coup, j'ai postulé pour obtenir une bourse doctorale à l'université de Pau et des Pays de la Dour, puisque c'était là-bas où j'avais fait en fait toute ma licence et tout mon master. Et à partir de ça, c'était parti pour l'aventure de la recherche avec une thèse que j'effectue en 3 ans. Donc c'est bourse doctorale, quoi, sur la même thématique. Donc en fait, je suis restée vraiment... j'ai fait mes études en STAPS, licence et master. Mais vraiment, c'était plus professionnalisant à la base. C'était vraiment option pro natation, enseignement de la natation. Et à partir de ça, finalement, il y a vraiment le côté prévention et promotion de l'activité physique. Donc j'avais pu travailler sur ça pendant que j'étais ingénieure de recherche, et j'avais continué aussi sur ça du coup pendant ma thèse. D'accord, c'est intéressant comme parcours pour les étudiants. Ça montre que les parcours peuvent être très divers et variés, et puis orientés, réorientés, en fonction des opportunités aussi qui se présentent, des chances qu'on a, des propositions, des projets. Voilà, tout ça bouge beaucoup. Hein. Tout à fait, des fois ça se joue à rien, quoi. Faut le dire, des fois c'est un oral de 30 minutes, et puis finalement on est pris, et après c'est l'aventure qui commence sur 3 ans, et puis... Et voilà, 3 ans où on a de la chance de faire un travail de thèse sur une thématique qui nous plaît, et après de continuer. Ouais, je considère que quand même, j'ai eu beaucoup de chance au niveau de mon parcours, et puis surtout beaucoup de passion aussi, parce que du coup j'ai trouvé quand même la voie du STAPS qui m'a plu. Et peut-être c'est des personnes aussi, des rencontres avec des personnes aussi souvent qui guident un petit peu. Ouais. C'est ça, tout à fait, parce que en fait, c'est depuis mon master 1 moi, que j'avais dit à mon futur directeur de thèse que j'étais intéressée par la recherche, et c'est justement ça qui a fait qu'il m'a proposé du coup d'être ingénieur de recherche à l'époque, et ensuite du coup ça a bien enchaîné après avec la thèse. Très bien. Alors on va rentrer un petit peu plus dans ce que vous faites en recherche actuellement. On va passer à notre deuxième rubrique. Alors qui est tout simplement à quoi ça sert ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites en recherche actuellement, et pour qui, pourquoi. On va laisser le petit générique se lancer. Voilà. Donc expliquez-nous un petit peu ce que vous faites actuellement en recherche, et puis tout simplement à quoi ça sert, dans quel but, voilà. À qui ça peut être utile.
Ok. Du coup, depuis mon travail de thèse, je travaille beaucoup sur la promotion de l'activité physique chez les enfants et chez les adolescents. Alors, c'est un thème qui paraît être pas trop compliqué quand même quand on l'aborde. C'est pas des mathématiques, c'est pas de l'anatomie, mais alors il y a quand même des grosses particularités par rapport au travail de recherche que je fais, c'est que je vais beaucoup sur le terrain. C'est-à-dire que au final, je vais aller à la rencontre des enfants pour justement promouvoir leur activité physique, parce que du coup, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inactivité physique et de sédentarité au quotidien. Donc l'objectif, c'est de trouver des moyens, des stratégies pour promouvoir l'activité physique qui sont efficaces. Et on sait qu'aujourd'hui, finalement, quand on travaille beaucoup avec les enfants, avec par exemple des ateliers de sensibilisation dans les écoles ou encore dans les collèges, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'au final, c'est beaucoup de connaissances théoriques. Et les enfants, ils prêtent pas suffisamment attention, et c'est tout à fait normal en fait. Si on est tout le temps uniquement que sur les connaissances théoriques, ça va pas marcher. Mais c'est pour ça que dans mon travail de recherche, je vais beaucoup tenter de trouver des stratégies d'intervention auprès des parents, auprès des enseignants aussi, pour que par exemple ils puissent faire ce qu'on appelle des pauses actives, où on va faire bouger les enfants dans les salles de classe. Des classes actives, où par exemple on va faire un cours de mathématiques ou de français en étant debout et en faisant des petits mouvements. Et ça, donc concrètement, quand vous faites ça, vous allez dans l'école et vous proposez ça aux enseignants, ou comment ça se passe? C'est les enseignants qui vous aident à le mettre en place, ou c'est vous, ils vous laissent la classe et vous expérimentez une méthode? Comment ça se passe? Ouais, alors justement, c'est ça qui est très intéressant, mais c'est des méthodes qui sont très compliquées, parce que dans la recherche, en plus, il faut, pour savoir mesurer ces programmes, il faut faire des mesures avant et après notre intervention pour savoir si ça a marché. Donc ça, c'est l'objectif un petit peu de recherche. Mais ça, peut-être il faut en parler, parce que souvent on pense qu'en psychologie on fait pas de science, on fait pas de on fait pas de maths, on fait pas la psychologie a besoin de méthodes scientifiques pour pouvoir justement avoir des résultats aussi. Tout à fait. Et après, du coup, on passe vraiment par beaucoup de méthodes. Ça peut être, par exemple, nous on passe par des petits capteurs qui vont mesurer l'activité physique et la sédentarité chez les enfants, donc qui mettent au niveau des hanches. Donc c'est des moyens qui sont objectifs, mais on passe aussi par beaucoup d'entretiens, des questionnaires. Donc oui, il y a tout cet aspect-là de recherche en psychologie. Et alors, on travaille sur, justement, le fait de travailler avec les parents, les enseignants, les écoles, ça s'intègre dans un modèle qui s'appelle le modèle socio-écologique. Et du coup, c'est vraiment de la recherche terrain. Ça veut dire qu'on ne reste pas dans un laboratoire. Et alors, forcément, les résultats sont liés. Disons que si jamais on mène une expérimentation dans un collège de la ville de Nîmes, et si on mène une expérimentation sur un autre collège, on va quand même obtenir des résultats différents. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une grosse variabilité entre les individus. Mais c'est ce qui nous intéresse finalement en psychologie, c'est qu'on s'intéresse au comportement humain. Et il n'y a rien, en fait, qui peut être généralisé. Mais nous, ce qu'il faut qu'on sache, c'est vraiment la manière dont on peut faire pour promouvoir l'activité physique, ces stratégies. C'est est-ce que finalement, il faut combiner de la sensibilisation dans les salles de classe avec des actions pour les enseignants, ou est-ce qu'il faut par exemple travailler un petit peu plus avec des partenariats au niveau local, au niveau politique? Donc nous, c'est vraiment ces questions-là qu'on essaie de travailler aussi. Et finalement, je dirais que même si dans l'esprit, je suis vraiment en psychologie du développement. Finalement, moi, je me suis toujours un petit peu sentie comme étant en STAPS, mais avec un travail au niveau finalement de psychologie, de sociologie, d'anthropologie, parce que connaître et agir sur les comportements humains, notamment d'activité physique et de sédentarité, c'est finalement s'intéresser à l'être humain dans sa globalité. Alors bon, j'ai surtout des connaissances en psycho, mais après, je pense qu'il faut quand même avoir un œil sur beaucoup de choses et être assez ouvert pour aller justement chercher beaucoup d'informations sur et cette thématique. L'interdisciplinarité, c'est le maître mot du laboratoire auquel vous êtes rattaché. Donc APSI. C'est un laboratoire avec des chercheurs et des chercheuses dans beaucoup de disciplines.
Oui, oui, tout à fait. Donc APSI, donc c'est au niveau de l'université de Nîmes, notre laboratoire. Donc effectivement, donc il y a beaucoup de psychos, mais aussi il y a des sociaux. Donc il y a Monsieur Philippe qui fait aussi de la physiologie. Donc oui, effectivement, donc c'est bien aussi qu'on ait beaucoup de profils divers et variés parce que du coup c'est bien pour mes expérimentations. C'est cette méthode dont vous parliez, la méthode comment vous avez dit tout à l'heure, écologique. Alors c'est le modèle socio-écologique. Ouais. Ça c'est le fait en fait de pas uniquement travailler avec les enfants dans les écoles, mais de travailler avec beaucoup de partenaires, c'est-à-dire les parents, les enseignants, des formateurs, des éducateurs. Tout l'environnement des enfants. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui compte le plus, parce qu'au final, on montre qu'il y a beaucoup plus de résultats quand on s'intéresse à l'environnement que finalement quand on reste dans une salle de classe et quand on fait de la sensibilisation auprès des enfants. Oui, parce que leur capacité à faire du sport est aussi déterminée par leur environnement, c'est ça ? Tout à fait. C'est au final, les enseignants, par exemple, ils pensent souvent qu'ils ne sont pas aussi déterminants sur les comportements de santé des enfants. Ils vont souvent dire que c'est les parents qui influencent les enfants, alors c'est vrai, mais en fait, les enseignants sont des très bons modèles aussi pour les enfants. Ils peuvent mettre en place des actions. Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, ils ont des programmes scolaires à suivre, etc. Donc, ils font parfois tout ce qu'ils peuvent, mais justement, on est là aussi pour leur apporter des conseils. Du coup, c'est un petit peu un double travail que j'ai. C'est un travail de sensibilisation auprès, justement, des enseignants ou de tous les gens qui se trouvent autour de l'enfant ou de l'ado. Et en plus de ça, le travail de recherche, c'est-à-dire comment est-ce que mon programme a marché ou pas. Et après, il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que nous, on va aussi mesurer les effets de l'activité physique sur les capacités attentionnelles des enfants. C'est-à-dire quelles seraient les répercussions, finalement, de l'activité physique sur le niveau d'attention des enfants en classe. Est-ce qu'ils sont plus attentifs ou pas ? Ça va dans les deux sens. Il y a l'incitation au sport, la recherche sur l'incitation au sport et sur les effets du sport, en fait, sur l'apprentissage. Tout à fait, c'est ça. Alors moi, je travaille sur l'apprentissage, mais il y a d'autres chercheurs après dans le monde qui ont travaillé sur les effets de l'activité physique, sur la mémoire, sur sur plutôt le côté physio. D'accord. Moi, je reste plutôt centrée sur les capacités attentionnelles, vu que j'avais commencé à travailler sur ça pendant ma thèse, et puis c'est aussi très intéressant. Très bien. Très bien. Alors, on va passer à notre rubrique suivante. Justement en lien avec vos recherches. Donc la rubrique suivante, c'est l'objet qu'on vous a demandé d'apporter et qui est en lien avec ce dont vous venez de nous parler. On va lancer le petit générique. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté, Caroline, et qu'est-ce que c'est et en quoi c'est en lien avec ce dont vous venez de nous parler ? Alors, j'ai apporté un diapason. C'est un petit objet comme ça. Alors, on l'utilise souvent en musique pour trouver le la. Et alors, on peut se dire que ça n'a rien à voir avec la pratique d'activité physique, sauf qu'en fait, moi, j'ai surtout apporté pour une histoire de vibration. Parce que, en fait, j'adore le son qui va vibrer sur la table quand je le mets en route. Mais c'est aussi pour surtout montrer que, finalement, quand je travaille avec des parents, des enseignants, et que ça se passe vraiment bien, il y a ce genre de vibration, en fait, et ça nous apporte beaucoup en tant que chercheur et en tant que personne aussi. C'est tout le monde qui va dans le même sens, dans un même intérêt, et c'est ça qui apporte la vibration, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est une image que je donne aujourd'hui, mais ça compte beaucoup, en fait, aussi, quand on fait de la recherche terrain, quand on va au contact des populations, des enfants et des ados. Moi, j'ai travaillé pas mal avec des enfants vulnérables, issus de quartiers défavorisés. C'est sûr que la vibration et les échanges et voilà, tout ce qu'on a pu partager, ça marque forcément. Et ça a aussi contribué à influencer la continuité que vous avez donnée à vos choix professionnels et votre carrière aussi, ces vibrations-là ? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on recherche. En tant que maître de conférence, quand on est face aux étudiants, on souhaite leur apporter aussi des connaissances, des conseils. Donc pareil, quand on va au contact des enfants, des ados, des parents, je trouve que c'est un très beau métier, dans le sens où on n'est pas uniquement dans un laboratoire. Moi, je vais vraiment au contact des gens et c'est ça qui enrichit, en fait. C'est un enrichissement aussi personnel. Très bien. Alors, on va écouter cette vibration. Si j'arrive à la faire. Alors. Parfait. On a bien entendu, ouais, effectivement.
Il y a une vibration. Très bien, merci. Merci pour cet objet. Et on va passer à la rubrique suivante. Alors, c'est la rubrique des questions gênantes. On va amener la casquette avec les... Ah non, d'abord, il y a le dé. Il faut que vous choisissiez. Donc, je rappelle que vous avez le petit joker, enfin le grand joker plutôt, si jamais il y a une question à laquelle vous n'avez pas de réponse ou vous n'avez pas envie de répondre. Et puis, je vous laisse lancer le dé pour avoir le nombre de questions auxquelles vous allez devoir répondre. Ah, une question. Alors, une seule question. Il faut bien la choisir. Je vous laisse plonger la main dans la casquette unime pour choisir la question. Oula. Quelle est ta pire expérience de recherche? Ah, ça c'est intéressant comme question. Alors, expérience de recherche, dans quel sens? C'est-à-dire... Alors, j'exclus, parce qu'on a eu plusieurs fois la réponse. Enfin, je vais augmenter la difficulté comme il n'y a qu'une seule question. J'augmente un peu la difficulté. La réponse classique à cette question, ça a été un protocole mis en place qui n'a pas donné de résultat ou qui a donné le mauvais résultat. Ça, c'est la réponse classique. Donc, j'exclus ça. Si j'exclus ça, ça rend la question... Je rajoute un peu de difficulté. Alors, je vais aborder peut-être une anecdote par rapport à une expérience de recherche que j'avais menée. En fait, comme je disais tout à l'heure, on fait porter des petits capteurs pour mesurer l'activité physique et la sédentarité des enfants au niveau des hanches. Donc, ils doivent le porter pendant 7 jours. Et, tout le temps, même chez eux? Oui, sauf pour dormir. Donc on leur dit en fait il faut le mettre dans le chausson, comme ça le matin au réveil on le met et puis le soir on l'enlève. Donc bien sûr la consigne c'est il ne faut pas le porter sous la douche puisque évidemment ça abîme le petit capteur. Bon, en général quand on va aux toilettes on porte son capteur mais on ne va pas le mouiller. Oui. Donc voilà, ma pire expérience de recherche, c'est que effectivement, quand j'ai récupéré des capteurs un jour, ces accéléromètres, il y en a qui étaient tombés dans les toilettes. Voilà, donc c'était pas hyper agréable, mais du coup, malheureusement, on a perdu un pauvre petit accéléromètre comme ça, parce que malheureusement, il avait fini dans les toilettes. Et donc, les petits capteurs dedans avaient été trempés dans l'eau. Voilà. Très bien. Ah oui, voilà. D'accord. Merci pour cette petite anecdote. Alors donc on a fini la rubrique des questions gênantes. Hein. Vous n'aurez pas été très gênés, ça va. On va passer à la dernière rubrique, qui est la rubrique de la feuille blanche. Alors la page blanche. Alors la page blanche, c'est une feuille, un marqueur. Et alors l'idée, c'est que vous dessiniez ou bien vous écriviez ce qui vous passe par la tête et qui est en lien avec vos recherches, avec l'émission, avec ce dont on vient de parler. Et en fait, nous, après, il faudra signer aussi. Et nous, après, on garde ces documents. Donc, on a une petite collection et de temps en temps, on fait des petites expositions avec toutes les personnes qui sont passées dans l'émission et qui nous ont laissé un petit souvenir. Et donc, du coup, c'est en lien avec ce que vous faites en recherche ou ce qui vous passe par la tête ou votre participation à l'émission, ou votre métier d'enseignante-chercheuse, tout ce qui peut, ou une phrase, ça peut être une phrase, ça peut être un dessin, ça peut être tout ce qui peut vous passer par la tête. Voilà. D'accord. Alors je tiens juste à préciser que je dessine très mal. Voilà, donc ça va pas être du grand art, mais du coup ça va pas être une grande œuvre d'art, mais peut-être que si, on ne sait pas. Hein. Vous allez voir le résultat, ça va être particulier. Mais en tout cas, je vais m'y mettre. Et puis, D'accord, je vous laisse dessiner. Et pendant ce temps-là, donc, je voulais juste vous signaler que aujourd'hui, on est toujours dans le programme de la nuit de la lecture. Et que donc après l'émission, à 13h, un peu plus tard, il y a un marathon de lecture. Et donc, il y aura la lecture qui va vous être faite sur la chaîne Twitch. Aussi pour vous signaler que vendredi prochain, donc le live il sera consacré au Forum RESTNUC, qui est un événement qui est organisé par les étudiants du Master RESTNUC tous les ans. Et cette année, la thématique, c'est le nucléaire face aux défis climatiques. Donc un sujet assez interdisciplinaire. Et donc vendredi prochain, on recevra... Donc l'événement, il est organisé notamment en partenariat avec le CEA. Et vendredi prochain, on recevra donc des étudiants qui organisent l'événement et quelqu'un du CEA qui viendra nous présenter un atelier
dans le cadre duquel il y a une collaboration avec cet événement, donc le forum Resnuc, qui a lieu, je crois, la semaine suivante. Voilà, c'est pour ça qu'on fait l'émission sur cette thématique-là. Donc voilà, je vais vous annoncer ça. On va se tourner vers l'œuvre d'art réalisée par Caroline. Alors, on va la montrer à la caméra. Je ne sais pas si c'est celle-là. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Alors, décrivez-nous, Caroline, décrivez-nous ce que c'est déjà avant de nous expliquer. Oui, je pense que c'est nécessaire de décrire effectivement vu l'œuvre. Alors en fait, c'est une vague, c'est dans l'océan, avec il y a un petit soleil et des enfants. Alors en lien avec l'activité physique, oui. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a un océan. Alors, pourquoi j'ai fait ce dessin ? Déjà de manière personnelle, parce que la première chose que j'ai découverte, moi, c'est l'océan. J'habitais très proche de l'océan. Et en fait, je ne savais pas spécialement nager, mais je m'amusais pendant des heures et des heures dans l'eau, à prendre des vagues. D'ailleurs, j'ai une caractéristique, c'est que je prends les vagues sans planche. Donc ça s'appelle du body surf. Ah. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je suis une bouée vivante, c'est-à-dire que je vais très très loin dans l'eau. Et assez rapidement, du coup, quand je me relève au bord de l'eau, les gens me regardent, ils disent « mais elle n'a pas de planche ». Et en fait, non, j'ai pas de planche. J'arrive très bien à prendre ma vague en fait, sans avoir de planche de surf. Et vous êtes originaire du bord de l'océan, sûrement, voilà. Pour avoir la possibilité de faire ça. Tout à fait. D'accord. Moi, du coup, c'est un petit peu plus compliqué à Nîmes. Il n'y a pas trop de... La Méditerranée, c'est un peu triste pour les vagues. Ouais, alors il y a eu une petite fois quand même où je me suis amusée, mais bon, après c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais effectivement, donc il y a ça. Donc le contact avec l'océan. Ouais, le contact avec la nature, beaucoup aussi. Parce que dans l'activité physique, il y a plein d'activités forcément. Et moi, je suis vraiment proche de la nature, que ce soit l'océan ou quand je pars en randonnée. Voilà. Et le contact avec la nature pour les enfants aussi, pour les sensibiliser, c'est quelque chose de très important. Tout à fait. Ça se rejoint en fait. Tout ce qui va être promotion de l'activité physique, développement durable, c'est très très important. Et forcément, je suis un petit peu attachée à ça. Alors après, j'ai mis un petit soleil aussi parce que le soleil, c'est un petit peu la vie aussi. C'est la chaleur. Donc bon, ça anime, on oui, connaît ça. Et voilà, les enfants après qui vont jouer et qui vont jouer aussi de manière libre, c'est-à-dire pas forcément nager, apprendre le crawl, la brasse, mais s'amuser et profiter justement de ressentir un petit peu aussi toutes les vibrations. Oui, parce que le sport c'est le plaisir aussi. Voilà, ce côté-là. Oui, c'est qui peut les amener vers plus d'activité physique. Tout à fait. C'est avant toute chose, c'est ça en fait. On oublie souvent ce côté ludique. Nous, c'est ce qu'on recherche. C'est juste un enfant qui va jouer dans un parc, qui va s'éclater dans l'eau pour s'amuser. Toutes ces choses-là, en fait, c'est la beauté de l'activité physique et c'est ce qu'on cherche aussi à promouvoir. Très bien, c'est des jolis derniers mots pour cette émission. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à vous. Et puis voilà, je vous remercie. Je vous annonce les événements donc vendredi prochain. Et puis restez avec nous à partir de 13h, donc le marathon de la lecture. Je vous remercie de nous avoir suivis. À vendredi prochain. Au revoir. Au revoir Caroline. Au revoir.